Décembre 2020, comme une déflagration, Sarah Abitbol sort Un si long silence, livre dans lequel elle raconte pour la toute première fois les viols, les agressions sexuelles imposées par son entraîneur dans les années 90, lorsque la patineuse nantaise avait à peine 15 ans. Ma première motivation, c'était aussi ce livre, c'est ma dernière chance d'être entendue, parce que j'ai parlé à plusieurs reprises, j'ai convoqué plusieurs personnes tout au long de ma première délivrance de parole à mes parents, et j'ai toujours eu la porte qui se fermait. Donc pour moi, ce livre, c'était vraiment ma dernière chance d'être entendue. J'ai dit, on y va, on se lance, et soit ça passe, soit ça casse, mais c'est ma dernière chance. Et aussi, je me sentais complice en fait de mon agresseur quelque part, parce que de ne pas parler et de ne pas avoir réussi à aller au bout des choses, il était toujours en place, et ça, je ne pouvais plus le supporter. Dans les mois qui suivront, l'ancien entraîneur sera démis de ses fonctions. Le président de la Fédération française des sports de glace démissionnera. Pendant 2 ans, suite aux prises de parole de Sarah Abitbol, une cellule de crise au ministère va recueillir plus de 800 témoignages, une sorte de MeToo du sport. Je vis pour ça, c'est-à-dire que quand j'arrive à aider des victimes qui me parlent et qu'elles me disent « Bravo Sarah, parce que grâce à toi je me sens mieux, parce que grâce à toi j'ai dénoncé, parce que grâce à toi j'ai parlé à mon père, ou j'ai parlé à mon mari, ou j'ai parlé à mes enfants, et grâce à toi je me regarde maintenant en face dans la glace, j'arrive à marcher dans la rue la tête haute, pour moi j'ai gagné ma journée ». Certains de ces athlètes qui parlent aujourd'hui avaient-ils déjà essayé d'alerter? À Corcouët-sur-Logne, au sud de Nantes, l'affaire Michel Mérel est presque emblématique. En 2018, ce dirigeant d'un club de motocross est condamné pour viol et agression sexuelle. Lors du procès, l'une des victimes réalise en audience que la Fédération française savait. Eux, ils étaient au courant en janvier 2011. Moi, j'ai été victime jusqu'en mars 2011. Donc j'avais déjà été victime d'agression sexuelle avant, sauf que en fait, sur les derniers instants, c'est des stages de motocross que je faisais pratiquement tous les week-ends et que j'étais victime d'agression sexuelle pratiquement tous les week-ends en fait. Donc entre janvier 2011 et mars 2011, j'aurais pu quand même être épargnée de certaines agressions sexuelles qui en plus s'amplifiaient de plus en plus. Et je pense que selon moi, j'étais la prochaine, entre guillemets, sur sa liste pour être victime de viol en fait. Suite au procès, la jeune femme dépose une nouvelle plainte, cette fois contre la Fédération, une première en France. Le président de la Fédération française de motocyclisme, à l'époque, dans son audition, dit « J'ai demandé à mes collaborateurs de n'en parler à personne ». Ce qu'il aurait dû faire immédiatement, c'est transmettre le signalement au parquet. C'est-à-dire que si demain, n'importe quel président de fédération française de sport, quelle qu'elle soit, dès lors qu'il est informé d'une remontée d'informations, de suspicion de faits de viol, d'agression sexuelle, de violence ou de n'importe quel crime ou délit, il est dans l'obligation de transmettre immédiatement. La plainte se trouve toujours à l'instruction, mais pourrait faire jurisprudence. Le phénomène des entraîneurs maintenus malgré les doutes ou les alertes, ce journaliste d'investigation le connaît bien. Pendant plusieurs années, il a enquêté sur le système qui permet aux abus sexuels de se perpétuer dans les milieux sportifs. Mais il y a un culte de la force et de l'autorité. L'entraîneur est dans une position de toute puissance par rapport aux jeunes athlètes, et une position de toute puissance qui est encore plus forte, j'allais dire, lorsque l'on monte dans le haut niveau. Pourquoi? Parce que l'enfant a tout à perdre à s'opposer à lui. Il risque de ne pas être cru, il va être éjecté du club, il va aussi décevoir ses parents, qui ont transmis à l'entraîneur une espèce de délégation d'autorité. Comme ça, on sait, il y a encore beaucoup de clubs dans lesquels l'entraîneur dit « si vous pouviez ne pas venir assister aux entraînements, ça serait quand même mieux ». Pourquoi? Progressivement tout de même, certaines choses évoluent. La gaz? Allez, va. Depuis 2019, ce club de foot au cœur des Mauges affiche la charte de l'association Colosse au pied d'argile pour prévenir notamment les abus sexuels. On a vu qu'il y avait beaucoup de cas d'harcèlement sexuel, mais aussi moral. Et donc on s'est dit, si de notre côté on pouvait faire quelque chose à notre échelle. Et c'est comme ça que ça s'est passé au final. Avec l'impulsion du bureau, on s'est concerté et on a adhéré à Colosse au pied d'argile. Oui, oui, bien joué. En novembre dernier, cet entraîneur du club a également suivi une formation, des conseils de bon sens, mais qui permettent de réfléchir aux manières d'instaurer un climat
de confiance et de sécurité. Quand ils vont à la douche, nous on sort et ils sont que entre enfants. Il n'y a pas d'adultes, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté et puis on essaye de mettre le moins de risques possible. Depuis septembre, toutes les fédérations peuvent également soumettre leurs animateurs sportifs, professionnels ou bénévoles, à des contrôles automatiques de casier judiciaire, une procédure qui souffre cependant d'un manque de communication. Quand nous avons tourné, ce club n'en avait pas entendu parler.